et sur Public Sénat pour ce grand oral des candidats à la présidentielle. Nous allons à présent accueillir un nouveau candidat qui défend les ouvriers et les services publics, qui souhaite ouvrir le droit de vote aux étrangers résidant en France ou encore faire la gratuité des transports publics. Il s'agit de Philippe Poutou. Bienvenue. Et vous avez 10 minutes. Salut tout le monde. J'ai 10 minutes. Ça fait bizarre d'être là, je suis pas à l'aise du tout. C'est un truc un peu particulier. Je suis pas habitué à parler devant un drapeau bleu blanc rouge. Pas habitué à avoir un pupitre aussi joli que ça. Voilà. Bon, alors du coup, je suis Philippe Poutou, candidat pour le nouveau parti anticapitaliste. Pas seulement candidat, je suis un peu collègue aussi, parce que je suis élu conseil municipal de Bordeaux. Et je suis élu conseil métropolitain de Bordeaux Métropole. Donc voilà, on est un peu collègues. Alors je suis censé dire un peu ce qu'on pense de tout ça, des collectivités territoriales, des municipalités, du travail. Je ne sais pas par quoi commencer. Il y a une question démocratique qui nous vient de suite à l'idée. On est dans un monde, à notre avis, très peu démocratique et malheureusement, y compris les structures territoriales ou les structures démocratiques locales le sont aussi peu. Et donc, c'est le problème auquel on est confronté. Moi, déjà, en tant que conseiller municipal, c'est ce que j'ai pu voir, c'est cette sorte de déconnexion qu'il peut y avoir entre un pouvoir qui est déjà établi. Alors, c'est vrai qu'entre les grandes villes, les grandes communes et les petites communes, c'est pas non plus du tout la même chose. Nous, on l'a vu en rencontrant les maires à la course au parrainage. On a vu que c'était pas le même monde, que c'était pas le même travail, et on voyait les écarts assez importants de préoccupation, de qualité du travail. Donc on a vu tout ça, et c'est vrai que c'est un vrai problème, cette sorte d'inégalité du territoire où il y a des grosses métropoles, des grosses villes qui concentrent l'activité, le pouvoir et les richesses, et puis d'un autre côté la grosse galère pour les petites communes, avec des petites équipes, peu de moyens, souvent bien tenues à l'écart, et puis souvent aussi, on l'a vu, dont les avis ne comptent pas en fait, et on le voit notamment, là j'y pense maintenant, mais il y a des tas de projets nuisibles ou néfastes du point de vue environnemental notamment, comme les bassines du côté du Marais Poitevin, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des tas de projets comme ça, de construction d'entrepôts, de construction de branches, d'autoroutes, enfin des tas de trucs qui sont désapprouvés bien souvent par les petites communes, et puis qui n'ont pas leur mot à dire finalement, puisque le pouvoir il est concentré à la fois du côté des métropoles et puis aussi du côté des départements ou des régions. Et ça, c'est un vrai problème, ce qui se traduit par un écœurement de pas mal de petites communes et d'élus dans les petites communes. Et nous, on l'a vu en tout cas, parce qu'on a pas mal discuté, évidemment, depuis juillet pour obtenir les parrainages, je vous le disais. D'ailleurs, je remercie, je sais pas si ici il y en a, mais je remercie mes parrains et mes marraines. Qui ont déjà on remercie celles et ceux qui ont parrainé pour notre candidature, mais globalement on remercie quand même les élus qui ont parrainé, parce que on a cru comprendre qu'il y avait même pas un tiers des élus qui osaient parrainer des candidats à la présidentielle, et ce qui aussi quelque part relève d'un problème. En tout cas, c'est la loi qui est problématique, puisque c'est une loi qui est rejetée par pas mal d'élus qui considèrent que c'est pas eux de déterminer qui c'est qui sera candidat ou candidate à la présidentielle. Bon voilà, ça c'était un aparté, mais donc oui, il y a un problème démocratique est posé, qui est lié certainement aussi à l'aménagement du territoire tel que c'est organisé, puisqu'en fait on voit toute cette concentration de richesses, d'activités d'un côté, et puis une désertification sur une bonne partie du territoire. Et c'est ça la base en fait, c'est qu'en fait on n'est pas dans la même société globalement, on n'est pas dans le même monde même d'une certaine manière, et ça pose des gros problèmes, alors qu'on nous dit qu'on est dans le territoire de la République et indivisible, que tout est pareil partout, ce qui est archi faux en réalité, c'est qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, et pourtant on est dans un même pays. Bon, ça c'est un problème, et derrière c'est la question démocratique, c'est la question du pouvoir pour toutes et tous, et nous on le voit dans notre activité en conseil municipal. Je vous précise
On est dans une mairie, une métropole dite de gauche, hein. C'est le PS, ELV et puis le PC qui dirige, hein, que ce soit la métropole ou la ville de Bordeaux. Donc moi je suis élu dans la position avec mes collègues de Bordeaux en lutte, hein, ça s'appelle Bordeaux en lutte, notre groupe, on est une opposition de gauche, hein, ça s'appelle comme ça parce que c'est la gauche qui est au pouvoir, on est une opposition de gauche à la gauche. Et donc de ce point de vue-là, on défend une véritable démocratie et c'est cette idée déjà et on pense que c'est possible à l'échelle locale quand même, c'est de mettre en place des structures de démocratie directe. Ça serait pas compliqué quand même de faire confiance à la population et aux habitants et de leur permettre non seulement de discuter, d'échanger sur la vie municipale, sur les moyens qu'il y aurait ou les réponses qu'il y aurait à faire dans la vie de quartier, dans la vie de la ville. Et donc ce serait déjà faire confiance à la population et donc mettre en place des cadres où on peut discuter, mais pas seulement discuter, pas seulement échanger ou avec le maire ou l'équipe municipale, mais aussi donner des pouvoirs à la population par quartier ou d'une manière ou d'une autre, mais que la population elle ait le droit de décider de ce qui la concerne directement. Si c'est pas possible à l'échelle locale, comment ça pourrait l'être envisagé à une échelle beaucoup plus large? Et ça, c'est un gros problème politique de fond, à notre avis, où finalement on s'aperçoit, et moi je le vois à Bordeaux, ça sera peut-être et sans doute moins vrai dans les toutes petites communes, mais en fait le pouvoir c'est une élite qui l'a dans les grosses communes et puis comme la plupart de celles et ceux qui sont élus sont plutôt issus de milieux sociaux favorisés, avec pas trop de problèmes ni économiques ni de quelque ordre que ce soit, et donc on a des politiques qui sont menées qui répondent à des besoins de riches ou en tout cas il y a une déconnexion avec la population. Et nous ce qu'on voit surtout c'est que malheureusement les collectivités territoriales et les mairies ne jouent pas le rôle qu'elles pourraient jouer, c'est-à-dire une sorte de contre-pouvoir en interne dans les institutions et de rattraper ce que l'État ne fait pas, de rattraper toutes les faillites des politiques d'État en ce qui concerne notamment le social, la question des services publics et toutes les questions en fait qui répondent à des problèmes sociaux de la vie des habitants et des habitantes. Et ça c'est un problème et c'est certainement très lié à ça justement. Et moi je le vois à Bordeaux. En fait le pouvoir et voilà c'est des gens qui socialement ne connaissent pas les problèmes de tas de gens, la souffrance au quotidien, la difficulté de se loger, la difficulté de transport, la difficulté de soins, la question aussi de l'éducation, des écoles. Tout ça c'est il y a une sorte de fracture qui est réelle et on voit nous on essaie d'intervenir. D'ailleurs si on n'est pas là, ça parle jamais des urgences sociales. Ça parle jamais des difficultés quotidiennes de plein de gens. On est vraiment dans des politiques de gestion. Il y a un budget, on gère et on discute jamais du fond politique finalement des problèmes qu'il peut y avoir pour qui concerne en tout cas la majeure partie de la population. Ça c'est ce qu'on regrette et c'est ce qu'on essaie de dénoncer à chaque fois. Ça donne des délibérations. Je sais pas comment ça marche chez vous, mais des délibérations qui sont hyper techniques, hyper technocrates. Et d'ailleurs même nous élus, on comprend pas tout ce qu'on lit. Alors imaginez la population, mais ce fait de pas comprendre, ce fait de ce décalage-là, il revient à ce problème démocratique de fond où finalement il y a des politiques qui sont menées et puis c'est pas fait pour la population en fait. Voilà, donc ça c'est un problème qu'il y a. Alors je vais discuter peut-être plus précisément de la question des services publics parce que justement on est dans une société qui depuis très longtemps détruit les services publics. Alors les services publics, il y en a plein qui s'en moquent, hein, ceux qui ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de services publics d'une certaine manière. Les services publics, c'est plutôt des structures qui sont censées répondre justement aux populations les plus fragiles ou les plus modestes. Ce sont des structures qui permettent de rééquilibrer un petit peu les choses quand même, de donner accès aux besoins fondamentaux, santé, éducation, transport, logement, alimentation aussi, on pourrait l'étendre. Et donc le problème qu'il y a, c'est que le démantèlement des services publics, il n'est pas rattrapé par les collectivités territoriales. Alors c'est vrai que les mairies ou les structures comme ça locales, elles mettent en avant, et c'est une réalité, la baisse des dotations publiques d'État. Et donc des difficultés financières qui s'accumulent et un endettement et qui fait qu'aujourd'hui il y a moins de marge de manœuvre pour mener des politiques sociales. Mais ça c'est un problème aussi. Mais le problème qu'on peut aussi dire, c'est que c'est un peu le rôle des collectivités territoriales, pas de se plaindre en aparté de cette réalité-là, mais de la dénoncer et à un moment donné d'essayer de mettre une pression pour que les choses changent réellement. Et parce que le problème de fond, c'est quand même d'avoir les moyens de répondre aux urgences sociales et de répondre
répondre aux difficultés quotidiennes d'une bonne partie de la population. C'est la question de la santé qui a été posée très largement avec la crise sanitaire. Il faut des dispensaires de santé dans les quartiers. C'est le rôle des collectivités territoriales et même de la mairie. Alors ça s'est contrecarré par la puissance de l'État avec l'ARS et le ministère de la Santé. Donc on voit bien que ça se télescope. Mais comment, par en bas, on peut forcer les choses et mettre en place des structures de santé qui permettraient de soigner, de faire de la prévention, de sensibiliser la population. Enfin, on l'a vu, et puis c'est pas fini. La crise sanitaire est pas finie. Et il y a eu globalement peu d'expérience de développement de structures municipales de santé dans les quartiers, au plus près de la population. Ça, c'est une chose. Après, il y a la question du logement. Alors, la question du logement, c'est quand même dramatique dans plein d'endroits. Il faut un service public du logement. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit, même dans les mairies de gauche, s'aperçoit qu'ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une confrontation, il y a une opposition entre la mainmise du privé sur le bâti, sur le foncier, et la nécessité qu'il y aurait de mettre en place des structures publiques, donc de reprendre tout ça entre les mains et de permettre à ce qu'il y ait une politique publique maîtrisée par les collectivités territoriales et par les mairies, et de pouvoir reloger les gens ou de les loger tout simplement. Et il faut des services publics, mais il faut passer par une reprise en main du foncier. Et nous, on pense que c'est une question d'expropriation. C'est une question de remettre ces outils-là en place. D'ailleurs, la loi des réquisitions des logements vacants est malheureusement trop peu appliquée, ou même, je crois qu'elle est quasiment jamais appliquée. Et même les mairies de gauche qui disent oui, c'est vrai, il faudrait le faire, mais on peut pas le faire parce que la préfecture le veut pas. Bon, et à un moment donné, il va falloir aussi se sortir de ces problèmes-là d'une autre manière et pas se retrancher derrière des soi-disant pouvoirs des autres ou de soi-disant d'une loi qui empêcherait. Votre première prise de parole, s'il vous plaît. Comment? Il faut conclure votre première prise de parole. Ah ouais, c'est ça passe vite. En fait, je savais pas si j'allais remplir les 10 minutes. En fait, vous les avez bien remplis. Et voilà, on va arrêter. Mais surtout, vous avez encore 20 minutes pour répondre aux questions des J'avais pas vu élus. qu'il y avait du monde là, mais ouais, non, vous inquiétez pas. Donc on est toujours sur LCP et Public Sénat évidemment. La rencontre des libertés locales. On parle démocratie, on parle décentralisation, et on va aussi parler école, handicap, tourisme avec les questions des élus. J'appelle Patrick Genre à prendre la parole, maire de Pontarlier et président des maires du Doubs. Bonjour. Bonjour Monsieur Poutou. Parmi les défis que les élus ont à relever au quotidien, élus locaux, communaux, départementaux, régionaux, il y a bien entendu celui de l'école, de l'éducation. On est confronté au quotidien donc à des difficultés à la fois logistiques, à la fois de structuration de l'offre, suppression de classes surchargées, cartes scolaires, difficultés parfois à financer des postes tels que les postes d'aide qui viennent en soutien aux enfants en situation de handicap. Quelle est votre vision? Moi, j'ai la chance d'être papy d'un petit Émile. J'aimerais savoir quelle est votre vision, à vous, de l'éducation, de quelle est sa place dans la société de demain, quelles seraient les propositions que vous feriez, et surtout, quel est le rôle et la mission que vous pensez pouvoir confier aux collectivités. Représentant l'AMF, je parle plutôt des communes, mais je pense que les départements et les régions, pour les collèges et les lycées, sont associés à cette question. Donc, quelle est votre vision? Quelle est la place donnée aux relations entre la commune et l'État dans l'éducation? Et là, je réponds maintenant. Oui, mais c'est très bien qu'il y ait cette question-là, parce que quand je parlais des services publics, j'ai parlé du logement, mais il y a l'école. L'école, ça relève directement des responsabilités des municipalités. École primaire, maternelle, mais on a le même raisonnement pour l'ensemble des services publics, c'est-à-dire qu'en fait, alors c'est vrai que c'est quand même pas pareil entre une métropole, une grosse commune, et puis les petites communes dans les zones rurales, parce que c'est pas du tout les mêmes moyens. Mais ce qu'on peut reprocher aux grandes villes, en tout cas, c'est de pas mettre les moyens qui sont nécessaires pour que l'école fonctionne normalement. Alors c'est pas une histoire d'enseignants, puisque c'est l'éducation nationale qui décide, mais c'est la question des ATSEM dans les maternelles, c'est le personnel de cantine, c'est le personnel administratif, de nettoyage, et on s'aperçoit à Bordeaux, c'est le cas en tout cas, et à Bordeaux, c'est la gauche, qu'il n'y a pas assez de monde, et qu'en pleine crise sanitaire, ça a été très compliqué. Donc, alors, ça paraît toujours simple, et c'est ce qu'on nous dit toujours quand on n'a pas le pouvoir, on nous dit c'est facile de critiquer, c'est facile de dire que, mais c'est facile de constater que de l'argent il y en a quand même, et que s'il y avait vraiment une préoccupation, s'il y avait vraiment la conscience d'une urgence justement sur la question de l'école et sur la question d'assurer les meilleures conditions possibles aux enfants pour apprendre, et de tout quartier, parce qu'après c'est toujours pareil, il y a une inégalité de traitement évidemment, parce que dans les milieux un peu aisés, il y a la possibilité d'aller dans des écoles un peu privées, ou privées complètement, et puis dans les milieux des quartiers populaires, il n'y a pas le choit, et donc il y a une inégalité de traitement pour les enfants, et là où il n'y a pas de moyens, c'est souvent l'école publique, et donc comment faire pour contrer ça? Oui, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des budgets d'urgence qu'il faut mettre en place. Les budgets d'urgence, c'est des moyens, c'est des structures, mais c'est aussi des recrutements, c'est recruter massivement, et puis mettre la pression sur l'éducation nationale, parce que c'est quoi le rapport qu'il peut y avoir entre une municipalité et les services
services publics nationaux, là il y a l'école, mais même la poste. Là, la poste à Bordeaux, ça ferme des bureaux de poste. Et alors la mairie, elle nous dit, désolé, c'est pas nous qui décidons, mais ok, mais alors comment on fait pour imposer, mettre la pression et de manière à sauvegarder des bureaux de poste dans les quartiers populaires? Et donc et pour l'école, c'est encore plus simple parce qu'il y a les moyens pour la mairie d'intervenir plus directement. Donc nous, on est pour mettre des moyens, on est pour recruter et on est pour même que les mairies, justement, elles soient en lien avec les populations dans les quartiers et qu'il puisse y avoir justement une liaison et une mobilisation commune. De dire oui, voilà, il faut mettre la pression, il faut se mobiliser, il faut aujourd'hui assurer un véritable service public de l'éducation et c'est une des responsabilités dans les communes. Donc pour nous, ça c'est fondamental. Après l'école et l'éducation, une question sur le handicap et l'inclusion scolaire, question posée par le président du conseil départemental de la Somme, Stéphane Ossoulier. Vous avez la parole. Monsieur Poutou, bonjour. À la demande de l'APF, début janvier, un sondage avait été réalisé auprès des Français pour savoir si on parlait du handicap dans le cadre de cette élection présidentielle. 9 Français sur 10 ont répondu qu'ils n'avaient pas entendu parler les candidats du handicap. Je dirais depuis ce matin, j'écoute l'ensemble des candidats passer ici devant nous. Aucun n'a abordé à un moment ou à un autre. Vous allez le faire parce que je vais vous poser la question, mais c'est vrai que malgré le fait d'ailleurs que vous soyez très engagés sur ce sujet, je vous fais pas de procès d'intention, mais c'est vrai que ça fait pas partie des radars, en tout cas dans lesquels les élus se situent. Et ça, c'est assez triste parce que ça concerne tout de même plus de 20% des Français 12 millions, ouais. Qui aujourd'hui sont en grande difficulté. Des moyens importants ont été mobilisés, d'autres seraient encore nécessaires. Et je pense notamment à la capacité aujourd'hui des plus jeunes d'entre nous d'être intégrés dans la société normalement. Un candidat à l'élection présidentielle avait fait polémique au mois de janvier dernier, parlant de l'inclusion en milieu scolaire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Après tout, est-ce que c'est une ambition pour la France? Eh bien, je fais partie de ceux, et les présidents de départements de ce pays font partie de ceux qui estiment que tous les moyens doivent être mobilisés pour faire en sorte que les plus fragiles d'entre nous puissent trouver une place dans la société. J'aimerais vous entendre sur ce sujet parce que je crois que lorsqu'on commence à aborder la présence des enfants en milieu scolaire, c'est toute la vie derrière qui doit être déroulée. Un handicapé, c'est aussi une personne comme les autres. C'est une personne, c'est un citoyen qui a le droit aujourd'hui de vote d'ailleurs. Et donc je pense que montrer l'exemple de ce qui peut se passer en milieu scolaire, c'est aussi montrer ce qui devrait se passer dans la vie tout court. Merci. Je suis d'accord avec vous. Nous, on en parle peu. Globalement, enfin, ça en parle peu ou même pas du tout. Et c'est vrai que nous, on a tendance à pas en parler, ou en tout cas pas spontanément et pas. Mais dans les meetings qu'on organise, c'est d'ailleurs la question qui revient quasiment systématiquement. Parce que nous on fait des meetings et derrière il y a des interventions de la salle, ça discute et la question du handicap, visible, invisible, est posée quasiment systématiquement. Et souvent d'ailleurs de manière sympathique, parce que les gens qui viennent nous voir en meeting, c'est plutôt des gens qui nous aiment bien ou qui ont un minimum de curiosité sur ce qu'on dit, mais ils nous reprochent le fait de pas trop parler de ça. Ou de pas en parler ou quasiment pas. Moi je cite dans les meetings la plupart du temps la question de l'allocation adulte handicapé qui est de 903 € et qui est 200 € en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est déjà un scandale en soi, mais ça se résume pas à ça. La discrimination des personnes en situation de handicap, elle est générale, elle est dans la vie au quotidien. On pense de suite à la question de la mobilité et de l'accessibilité des bâtiments publics, mais en réalité c'est dès l'école qu'il y a un problème. L'école, on en parlait juste avant, mais la question des AESH ou la question là par contre du côté de l'éducation nationale, la question des RAZ, c'est des services qui sont justement, enfin des employés qui sont là pour aider les enfants en situation de handicap ou en grosse difficulté, et puis ça disparaît. Mais ça c'est lié au démantèlement du service public, et donc c'est dramatique. Il y a pas, même en maternelle, une enseignante avec, même dans les quartiers REP où il y a 20 maximum, ça paraît, c'est déjà bien, c'est mieux que ce qui existe par ailleurs. Mais même si dedans, dans les 20 élèves ou dans les 20 enfants, il y a une personne autiste ou 2 handicaps, c'est plus gérable du tout.
Et pour tout le monde le sait, ça. Tout le monde sait que ça se passe comme ça, c'est catastrophique, mais on fait comme si de rien n'était. Et c'est là où on voit le mépris de la société aussi à l'égard de la population en règle générale et à l'égard des milieux les plus fragiles. Et c'est vrai que la question du handicap, ça relève de cette discrimination-là, ça relève de ce mépris-là, et c'est quelque chose de grave. Alors vous disiez que ça fait 20% de la population, c'est même pas une minorité en fait. Enfin, c'est 12 millions, je crois, si en chiffres, c'est 12 millions de personnes concernées par les situations de handicap. C'est divers, hein, c'est les physiques, c'est les handicaps mentaux, et puis c'est ce qu'on appelle handicap invisible aussi. Les gens ne paraissent pas en situation de handicap, ils le sont, hein, c'est aussi les forces dyslexiques, enfin, c'est les formes d'autisme qui sont plutôt légères parfois, mais qui restent un handicap. Bon voilà, donc c'est vrai. Mais ça revient à, encore une fois, la question du service public. Parce que qui c'est qui peut résoudre ça? C'est pas la société en général. De toute façon, elle est tellement dictée par les intérêts égoïstes, par le fait de s'enrichir, qu'en fait ils en ont rien à cirer, les handicaps. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est sorti, c'est une enquête, je sais plus comment ça s'appelle, qui raconte les conditions de vie et de travail des personnes handicapées dans les ESAT. Alors ça ressemble beaucoup à ce qui peut se passer dans les EHPAD. C'est-à-dire que la machine à profit, c'est à ce point dégueulasse de se faire du sou sur des gens où soit ils sont fragiles, soit ils sont plus en situation d'autonomie, soit ils sont en situation de handicap. Et là, on voit la machine à profit sans scrupule qui va se faire du pognon ou qui va utiliser des gens déjà fragiles en leur imposant des bas salaires, en leur imposant des conditions de travail encore plus dures ou en imposant une maltraitance comme c'est le cas dans les EHPAD. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est des groupes privés qui s'enrichissent sans honte de tout ça. Donc c'est pour ça que la réponse, c'est forcément des services publics. C'est forcément à un moment donné la société qui prend en charge ça collectivement, qui se donne les moyens, et donc il faut un service public du handicap et qui est élargi, qui permette à avoir des liens avec le milieu associatif. C'est heureusement qu'il y a un milieu associatif qui est très mobilisé et qui permet de limiter la casse. Donc c'est tout ça, mais ça pose le problème de la démocratie aussi. Comment la population et les gens concernés directement, ils peuvent mettre en avant et qu'on puisse les écouter. Mais pour qu'on puisse les écouter, il faut qu'ils aient du pouvoir aussi. Et donc ça revient aussi à cette idée que la population, si elle n'a pas de pouvoir, tout dépend de ce que font les élus, de la bonne volonté des élus ou pas. Et le problème qu'il y a, c'est que la bonne volonté des élus, elle est souvent contrecarrée par des pressions économiques, d'acteurs économiques bien installés dans tout ce secteur privé. Et donc c'est toute la difficulté aussi de ce mandat. C'est pour ça qu'on est anticapitaliste. Hein. On pense que ce système-là, il faut le renverser parce qu'il est profondément injuste, profondément inhumain, et que la seule façon de s'en sortir, c'est de reconstruire une véritable économie, une véritable société et des institutions qui respectent tout le monde et qui donnent du pouvoir à l'ensemble de la population. Une autre question tout de suite venue d'un représentant d'une région que vous connaissez bien, puisque c'est la Nouvelle-Aquitaine. C'est Michel Durieux, qui est conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. On vous écoute. Bonjour, Philippe Poutou. Alors j'ai une question sur le tourisme. C'est un autre sujet qu'on aborde très rarement pendant les campagnes présidentielles, le tourisme. Et pourtant, c'est un secteur qui souffre depuis plus de 3 ans. C'est un secteur qui pèse 2 millions d'emplois. C'est 9% du PIB. Et puis on en parle aussi parce que c'est plus de 40% des Français qui ne peuvent pas partir en vacances. Alors la question, quelle serait votre stratégie pour le tourisme? Et ensuite, puisque la loi NOTRe, on en parle beaucoup et qu'elle n'a pas été complètement précise sur les compétences, quelles seraient vos propositions en termes de gouvernance du tourisme? Merci. Alors, je ne sais pas comment... Déjà, le tourisme, ça relève, on va dire, du loisir, et donc c'est déjà d'avoir des moyens qui permettent de partir en vacances ou d'aller voyager, d'aller visiter et découvrir. Donc on est pour tout ça. Mais en amont, ça repose le problème de la société, comme elle fonctionne, hein, avant de discuter de comment on peut... Parce qu'après, le tourisme, c'est hyper chiant, en fait, quand on est dans les délibérations à la mairie de Bordeaux ou à la métropole. On nous parle de l'attractivité d'un territoire. Et franchement, on n'est pas du tout là-dedans. C'est une sorte de chauvinisme de territoire. Bon, moi, je suis à Bordeaux. Le vin, la vitrine viticole, alors qu'elle c'est pesticides à outrance et que ça pollue et ça tue des gens. Mais bon, voilà. Donc là, vous connaissez un peu quand même. Les paquebots qui arrivent à Bordeaux, c'est extrêmement polluant, c'est extrêmement dangereux. Mais attractivité touristique, on peut surtout pas supprimer les paquebots. Nous, on est pour l'interdiction des paquebots. On n'est pas pour que des personnes viennent visiter Bordeaux, mais pas comme ça. On est contre les lignes d'avion aussi qui polluent extrêmement. Donc il y a plein de choses qui se discutent avec le tourisme. Mais ce qui nous insupporte souvent dans ces discussions-là, c'est que on parle d'attractivité d'un territoire alors qu'il y a un taux de pauvreté dans les villes
qui est hyper importante. Déjà, est-ce que la ville, elle peut discuter d'assurer des conditions de vie correctes pour toute la population avant de se poser le problème, est-ce que des gens vont avoir envie de venir à Bordeaux, par exemple? Bordeaux, c'est fastoche, il y a la place de la Bourse, il y a la Garonne, il y a le pont de Pierre. Ça, tout seul, ça fait venir des gens. Mais au-delà de ça, c'est comment on peut construire une société, une ville où on vit bien, où il y a l'accès à la culture, l'accès au sport. Enfin, pour nous, c'est ça. Et là-dessus, après, les gens viennent voyager. Et puis, mais plus les conditions de vie sont bonnes pour les habitants, mieux c'est déjà. Donc on est sur on le pose de cette manière-là. Et après le tourisme même, alors là ça des questions qui ne dépendent pas de la région, de la département ou de la ville, mais ça revient, voilà, il faut avoir un revenu suffisant pour pouvoir voyager, parce que le tourisme là c'est qui? C'est les riches qui peuvent voyager très bien, mieux en tout cas, il y a vachement de riches dans la salle. Et puis il y a des gens qui peuvent pas. Il y a des gens qui peuvent pas. Alors, discutons de ça aussi, de la démocratie dans la société. Oui, c'est aussi le travail. Est-ce que le travail permet de voyager ou pas? Donc, réduction du temps de travail. Une retraite à 60 ans, c'est vachement mieux de permettre comme ça, les gens, ils pourront plus voyager aussi. Donc, vous voyez tous ces problèmes-là. En fait, c'est des problèmes de société, des problèmes de fond. Et encore une fois, c'est la question d'un service public, la question de la démocratie par en bas. Et puis de préoccupation, comment on raisonne. Et on pense que celles et ceux qui sont qui ont entre les mains le pouvoir, ça serait bien s'il y avait socialement plus de diversité. Ça permettrait d'avoir des approches de ces sujets-là beaucoup plus riches et beaucoup plus démocratiques et beaucoup plus fines au regard des besoins des populations. Alors, il vous reste 5 minutes 30 pour une dernière question, Philippe Poutou. Vous voulez créer 1 million de postes statutaires dans les services publics. Est-ce que ça veut dire plus de services publics de proximité? Lesquels? Où? Dans les communes, dans les départements, dans les régions? Et puis, vous voulez aussi créer un monopole public bancaire. Est-ce que c'est pas une forme de recentralisation? Juste sur le tourisme, pour finir. Il y a un endroit qui est très touristique sur le territoire français, c'est la Corse. Et je ne sais pas si la colère sociale qu'il y a en Corse aujourd'hui, c'est un argument d'attractivité de la Corse. Mais non, c'était juste pour parler de ça, quoi. Qu'il y a et la révolte de la population corse, et notamment de la jeunesse corse, qui est complètement légitime à notre avis. Elle est le résultat aussi de ça, de ces discours, parce que il y a le piège du discours attractivité d'un territoire. Mais déjà, assurons la démocratie pour une population, respectons la population dans ses conditions de vie, dans ses revendications, y compris démocratiques. Et de ce point de vue-là, on en est pour ce qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et là, pour le coup, c'est les droits des peuples et des populations à disposer par elles-mêmes, la reconnaissance d'un statut, la reconnaissance d'une langue, la reconnaissance d'une culture, le droit à ces populations-là de pratiquer leur culture au quotidien et de s'organiser comme elles le souhaitent. Et de ce point de vue-là, ça pète en Corse parce qu'il y a eu un déni de démocratie. Et heureusement que ça pète à des moments parce que c'est comme ça que ça peut faire bouger les choses. Donc c'était exprimer la solidarité par rapport au mouvement corse. Maintenant, après, les services publics, oui, il faut embaucher. Il n'y a pas de secret. Il y en a qui expliquent qu'on peut faire des bons services publics en réduisant les effectifs et en mettant en place des politiques de réduction de coûts et de marchandisation. C'est archi faux, tout se démantèle. Et c'est qui trinque, c'est les populations les plus fragiles. Donc il faut des services publics, il faut des structures, mais il faut recruter. Oui, nous on dit 1 million. Après, c'est un ordre d'idée. Peut-être que c'est un peu plus, peut-être que ce serait un peu moins. Mais on le voit bien, il y a une souffrance au travail dans les hôpitaux, il y a une souffrance au travail partout. Les conditions de travail et les relations sociales dans les entreprises publiques sont très dures aujourd'hui. On avait vu avec France Télécom les suicides, la Poste. Aujourd'hui, il y a de la répression. C'est très compliqué. Donc il faut recruter, il faut soulager la charge de travail de tout ce personnel-là. Et de ce point de vue-là, les collectivités territoriales, elles ont un rôle à jouer, à mettre la pression, à essayer de faire en sorte que justement ça se développe. Et les banques, oui, pour nous les banques, si on veut arrêter l'opacité, l'évasion fiscale, si on veut arrêter les financements hyper discutables et hyper dangereux sur les énergies fossiles, enfin tout ce qui se passe, et puis même tous les liens financiers qu'il peut y avoir, les dictateurs du monde entier, parce que là on parle de Poutine qui est un grand méchant, mais les banques ont bien fonctionné avec Poutine pendant très longtemps, ou avec d'autres dictateurs, d'autres régimes pourris comme l'Arabie Saoudite et tout ça. Donc oui, les banques, ça doit être aussi un service public, un monopole public. Ça permettrait une transparence et ça permettrait aussi que ce soit un outil à disposition de la population. Et nous on pense que les banques, elles doivent répondre aux besoins des populations, des petits agriculteurs, des petits commerçants, des prêts à taux zéro, et puis des étudiants.
étudiants. Comment faire en sorte que toutes ces personnes, ces catégories de la population, elles puissent vivre correctement. Et donc les banques, il ne faut pas que ce soit des outils à piller la richesse ou à piquer l'argent des gens qui en ont pas déjà beaucoup et de le redistribuer aux plus riches. Bon, donc il faut un service public bancaire. Donc nous, on est assez catégorique sur ces choses-là. C'est un peu violent comme idée, c'est vrai, hein, l'idée de l'expropriation, de la socialisation. Mais bon, on est dans un monde de toute façon très violent et on peut penser qu'à un moment donné, il y a des décisions qui peuvent être très salutaires pour l'ensemble des populations. C'est pas très décentralisateur en tout cas. Non, mais nous on pense qu'il faut concilier les deux. Il y a l'idée centralisatrice et planification. Parce qu'on voit bien, même la question environnementale, elle ne peut se régler qu'à une échelle large, planétaire. La question démocratique, c'est pareil, c'est des choses larges, mais localement, ça ne s'oppose pas à ce qu'il y ait de l'autogestion par en bas, des organisations, et c'est d'arriver à concilier les deux. On est dans un monde de façon internationale, donc on ne peut pas imaginer que il faut rester en connexion les uns avec les autres, les populations les unes avec les autres, mais donc c'est ça, c'est à la fois la planification et une centralisation, et en même temps un certain niveau de planification, d'autogestion par en bas, c'est hyper important, notamment dans les quartiers, tout ça, il faut que la population puisse décider de ce qui la concerne directement. Donc on peut concilier les deux et la véritable démocratie, ça peut être ça, justement, cette sorte de dosage entre les deux. Et on termine là-dessus. Il me reste du temps encore. Hein. 1 minute 40. Un mot de conclusion, si vous voulez. Je continue parce qu'il n'y a plus de questions là. Oh, si, on peut vous non, mais là c'est déjà très bien ici parce que tout le monde a été invité. C'est sympa. Ils sont pas tous venus. Ouais, même nous, on est invités, donc ça fait plaisir. Et vous êtes en direct sur LCP. Ouais. Ah ouais, en plus en direct. Salut. Et même temps de parole. Merci. Ça se voit que c'est pas Bouygues qui dirige la MF, hein, parce que c'était pas les mêmes règles hier soir à TF1. Donc voilà, donc c'était pour remercier ce côté démocratique et puis donner la parole à tout le monde. Et de la même manière, ben ouais, franchement, c'est déjà bien, même si on n'est pas d'accord sur tout, hein, mais au moins il y a. On l'a effectivement ressenti aux réactions de la salle. Merci Philippe Poutou, vous pouvez regagner les coulisses avec David Lisnard. On va accueillir maintenant la candidate socialiste à cette élection présidentielle, Anne Hidalgo. Vous attribuez